Alors, tu veux commencer par Trump, c'est Oui, ça? je voulais Par commencer parce que envisager l'impeachment de oui, Donald Trump. parce qu'il y a des bruits maintenant aux États-Unis, vous avez des députés démocrates qui vont amener ça à la Chambre, et puis donc il faudrait les 2 tiers des démocrates. Bien alors, si la majorité du cabinet de Trump demande la destitution, ça pourrait passer par ce biais-là aussi. Il y a des moyens de le destituer. Et puis, il y a une des opposantes principales iraniennes, la située aux États-Unis, qui demande exactement aussi la même chose, une destitution de Trump. Alors, eh bien, je vais te dire, Nicolas, j'y crois pas un instant. Tant qu'il fera la guerre, il ne sera pas destitué. Plus il y a de victimes arabes, plus il restera en place. C'est dès le moment où il commence à vouloir faire la paix qu'il risque la destitution. Non, mais c'est ça qui est débile. Il faut bien juste se rendre compte que, si on le voit de manière globale, c'est une guerre globale, soyons clairement, une guerre de l'hégémon américain contre le multilatéralisme. C'est un agenda. L'agenda reste, les Mhm. présidents passent. On s'en fout qui a le pouvoir, que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains, que ce soit Trump, que ce soit un autre. On pourrait dire Trump avance, mais je ne sais pas si Vance il va vraiment prendre, ou prendre avance, on pourrait dire en prononçant ça de manière anglaise, mais ça ne changera rien. Donc, vous pouvez mettre Mhm. qui vous voulez, ce sera un polichinelle. Et donc, regardez bien la réaction, si vous voulez savoir à quel point c'est solide, il n'y a qu'à lire la presse internationale. Quand Israël massacre des gens, quand il y a une destruction pas possible, ils applaudissent. Et il y a personne qui reproche à un seul moment les victimes arabes. Il n'y a rien, il n'y a pas de réaction. Il y a juste maintenant Macron qui sort un peu des rangs, là. Oui, bon, Pedro Sanchez déjà depuis un certain temps, mais sinon, on a Macron. Sinon, tout le monde a aligné couvert. Donc, moi, j'en suis au point, je me dis que les Américains, parce qu'ils sont pour le moment pas du tout perdants dans cette affaire, ils vendent leur LNG aussi beaucoup plus cher, le GNL, beaucoup plus cher. Ils sont autosuffisants, en tout cas en tout ce qui est pétrochimique. Alors ils se disent, bon, bah, si on ne peut pas maintenir notre hégémonie par la menace, comme jusqu'à présent, par le contrôle du pétrodollar, par tout notre système qu'on a mis en place pendant des décennies, eh bien, on va le maintenir en créant le chaos. On crée un chaos. Finalement, bon, bah, ok, on regarde, si le Moyen-Orient était foutu en l'air, c'est pas grave. On a notre proxy Israël là-bas, parce que ça reste un proxy, parce qu'il n'y a pas un avion, il n'y a pas un missile israélien qui ne soit pas de fabrication américaine. Donc, il ne faut pas venir me dire que les Américains euh, ne sont pas la faute derrière. Et ce qui s'est passé maintenant avec mais nous allons revenir là-dessus plus tard, avec ce cessez-le-feu, c'est exactement une illustration de tout ça. Donc, c'est une énergie destructrice qui se dégage là. On va régner par la négative, donc par en déclenchant les feux de l'enfer. C'est égal si la planète entière souffre, l'essentiel que nous, on ne souffre pas. Et si on peut faire souffrir particulièrement les Chinois, tant mieux. Alors ça, c'est clair. Parce que c'est ça, le but finalement, la guerre, c'est d'empêcher d'autres pouvoirs économiques concurrents, surtout les Chinois, principalement même les Chinois, d'émerger. Et ça reste toujours l'agenda. Trump, lui, est aux abois. Alors non, mais lui, il était aux abois. Quand un président des États-Unis, il passe de nous allons détruire toutes les installations énergétiques et les ponts en Ukraine, en Iran. Ensuite, rendez-vous fucking bastards, ou bien voilà. Et ensuite, je vais vous renvoyer à l'âge de la pierre. Et ensuite, ça ne suffit pas encore, vous serez éradiqués de la surface de la Terre. Il y avait un type qui a fait ça après Stalingrad en 1942, 43, 43. Mhm. La fameuse réunion au Winterpalast, au Palais d'Hiver, Joseph Goebbels, wollt ihr den totalen Krieg? Voulez-vous la guerre totale? Eh ben, ils ont vu la guerre totale, ce que ça a donné. Ça, on n'est pas gagnant dans une guerre totale. Mhm. Gagnant là-dedans. C'est quoi? C'est ce discours Mais ça montre le désarroi du bonhomme. Donc, je répète, c'est global,
la guerre d'Ukraine, Cuba, Venezuela, Guatemala, le Groenland, etc. Tout ça n'est qu'un package. Il y a un agenda, les présidents passent, l'agenda reste et ça va continuer. S'ils ne peuvent pas avoir l'Iran ce coup-ci, ils l'auront la prochaine fois. On a vu avec l'Irak, ils s'y sont repris à plusieurs fois. Ils ont commencé le projet. Puis ensuite, pendant des années, ils ont affaibli, ils ont fait la même chose avec la Syrie. Ils ont mis 20 ans, mais ils sont arrivés. Et donc là aussi, maintenant, ça, on n'a pas pu. On croyait qu'on pouvait le faire en 3 jours, on le fera en 20 ans. Mais à un moment donné, il faudra bien que quelqu'un arrête ces gens-là parce que c'est pas possible. Je trouve ça. Ils commencent à royalement me les gonfler, les Anglo-Saxons. Hein, c'est clair. Ouais. Bon, voilà, un peu pour cette histoire d'impeachment. Moi, j'y crois pas tant que la guerre aura lieu, tant qu'il y a de la destruction, tant que Trump est utile à l'agenda, il restera en place. Dès le moment où il ne le serait plus, et s'il avait par exemple accepté les 10 points, mais on va revenir sur ces points, des Iraniens, alors là, peut-être même ils n'auraient pas été jusqu'à l'impeachment, ils auraient descendu avant, c'était plus le meilleur marché, plus court. Hein. Donc voilà où on en est, juste pour dire, ceux qu'on considère les puissants de ce monde, à mon avis, ne sont pas du tout puissants. Ceux qui sont puissants, c'est ceux qui tirent les ficelles derrière. C'est sûr. Le cessez-le-feu au Moyen-Orient, donc un cessez-le-feu pour le moins étonnant, puisqu'il a déjà été violé à de multiples reprises. Alors, le viol du cessez-le-feu, je vais en venir plus tard, quand on va parler peut-être du volet Liban. Mais déjà, juste comprendre comment ce cessez-le-feu a pu avoir le jour, parce que moi, j'étais quand même assez surpris. Donc, moi, je m'attendais à Armageddon qui allait se abattre sur l'Iran, puis l'Iran qui allait complètement détruire tout le Moyen-Orient derrière. Et à minuit moins 5, tout à coup, un cessez-le-feu. Bon, Trump dit grande victoire. Oui, personne n'y croit. Donc, c'est une grande défaite. Parce que les Iraniens, ils ont été poussés à accepter un cessez-le-feu parce qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Aucun intérêt, pas tout à fait. Donc, s'ils peuvent éviter la destruction encore massive du pays, évidemment que c'est mieux. Mais quand même, ils tiennent le couteau par le manche. Donc, il n'y avait pas de raison majeure puisqu'ils avaient déjà enduré tout ça. Mais il y a là derrière, à mon avis, c'est un quid pro quo, c'est-à-dire un prêté pour un rendu entre les Russes, les Chinois et les Iraniens à travers les Pakistanais. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères pakistanais, est allé voir Wang Yi, le premier ministre chinois, et c'est là que les Chinois leur ont dit, mais écoutez, il faut que les Iraniens ils fassent un cessez-le-feu. Nous, on a bloqué 2 résolutions à l'ONU, où on a évité que l'ONU ait le mandat d'intervenir militairement, donc légitime la guerre des Anglo-Saxons et des Israéliens contre l'Iran. On a bloqué ça, la première fois avec la France, la deuxième fois plus que la Russie et la Chine. Donc maintenant, rendez-nous la monnaie de la pièce, essayez au moins juste de discuter avec les Américains. Et sur quoi les Iraniens ont dit d'accord, mais il y a 2 conditions. On garde le contrôle du détroit d'Ormuz et on a 10 points à nous qui sont la base de la discussion. Alors, quand on lit les 10 points, c'est carrément c'est la reddition américaine en bonne et due forme. Il n'y a plus de sanctions premières ni secondaires. Ils ont un contrôle du détroit d'Ormuz. Ils enrichissent l'uranium comme ils veulent. Les Américains retirent leur base et leur présence militaire au Proche-Orient et au Moyen-Orient, etc., etc. Donc, vous avez vraiment la totale donc, qui entérinerait une victoire écrasante des Iraniens. Donc, déjà, quand on me dit qu'on fait un cessez-le-feu et que je vois les 15 points américains et les 10 points iraniens, je me dis, il y en a un qui est sur Vénus et l'autre qui est sur Mars. Donc, ça va pas la faire. Donc, déjà, rien que là, je me suis dit, non, mais c'est presque pas possible de trouver un arrangement. C'était d'ailleurs exactement la même chose entre les Russes et les Ukrainiens. Donc, quand chacun venait avec ses points, on voyait le côté totalement irréconciliable. Donc, on est dans la même situation ici. C'est étonnant que, par contre, les Américains demandent ce cessez-le-feu là et acceptent ce cessez-le-feu au moment où ils viennent quand même à manquer de missiles d'intervention. Et ils commencent à être à court, là. Donc, une petite trêve pour renflouer les stocks était la bienvenue. Donc, il faut voir qu'il y a ça aussi derrière si les Américains acceptent. Donc,
le problème, c'est qu'en plus, si les Américains avaient accepté ces 10 points, aussi ça n'aurait rien changé. N'oublions pas, il y a toujours l'agenda. Donc, on aurait fait semblant, on aurait accepté, mais quelles étaient les garanties pour l'Iran que ça dure? L'aventure peut recommencer quand ça veut. Donc, je comprends pas qu'on en arrive à une situation qui est un peu un remake des 12 jours. Donc, admettons que le cessez-le-feu y tienne, hein. C'est comme le remake des 12 jours. Cessez-le-feu. Oui, rien n'est réglé. Rien n'est réglé. Et puis les Iraniens savaient très très bien, dans 8 ans, dans 8 mois, ça va recommencer. 8 mois, 10 mois, 12 mois, enfin, dans un certain temps, ça va recommencer. Et les Américains, pourquoi ils ont accepté? Et pourquoi cet énervement de Trump? Eh bien, c'est que ce qui a été cette opération de récupération du pilote qui était en territoire iranien près de Isfahan. En fait, on pense, et il y a il y a un flou, c'est le flou de la guerre, mais c'est comme incroyable qu'ils aient perdu, je crois, 5 à 6 hélicoptères, avions, même un F-15, des Hercules, des Black Hawk, etc. Donc, juste pour aller récupérer un bonhomme. On pense que pendant le week-end pascal, il devait y avoir une intervention pour aller essayer de récupérer les 430 kilos là, d'uranium qui devaient se cacher quelque part dans une caverne d'Isfahan, parce que c'est ce que annonçait M. Emmanuel Grossi, je crois qu'il s'appelle, celui du contrôle nucléaire, et il travaille pour l'Occident, parce qu'il utilise ses contrôles uniquement pour informer le Mossad et la CIA. Donc, c'est vraiment encore un marché de dupes. Et donc, ça a échoué. Ça a échoué parce que, bon, ils ont récupéré les soldats, ils ont pu masquer un peu la chose en disant, vous avez vu, on a réussi un truc incroyable. Mais alors, si chaque fois qu'ils veulent intervenir au territoire iranien, ils perdent 5 à 6 avions, je vais vous dire, ça va pas la faire, parce que ça coûte quand même plusieurs centaines de millions, un avion comme ça, voire dans le milliard. Hein. Donc, c'est quand même un peu cher. Donc, il lui restait, soit maintenant, j'applique ma menace. Il avait donné le deadline, hein, mardi. Ça sera Armageddon, éradication totale de l'Iran. Il y en a qui craignaient même la bombe atomique. Soit, on va faire une négociation, gagne du temps, puis on va choisir la politique du chaos sur la durée. Moi, je ne crois pas du tout un seul instant que les Anglo-Saxons et les Israéliens ont abandonné leur agenda. Il continuera à nous empoisonner la vie, jusqu'à ce que ce deep state peut-être un jour implose, je ne sais pas, pour un miracle, mais c'est extrêmement difficile. Et Eisenhower nous avait averti. Il avait averti Kennedy. Il a dit, attention, tu vas avoir affaire là un ennemi de l'ombre qui sera terrible. Eh ben oui, Kennedy l'a vu à son dépens. Parce que je ne crois pas du tout aux tireurs isolés. Ça, cette histoire-là, à mon avis, ça sent quand même le Mossad ou le CIA à plein nez. Le meurtre de Kennedy. Mais enfin, voilà la situation à l'heure actuelle. Bon, enfin, la situation hier soir. Parce que depuis, il y a quand même des choses qui ont changé. Alors, est-ce qu'on en parle tout de suite? C'est le Liban. Parce que alors, tu veux parler du Liban? Ok, allons-y. Ouais. Il y a un Guastafest, comme ils disent les Italiens, le gâcheur de la fête, hein, qui s'appelle Netanyahou. Lui, il n'a aucun intérêt à ce que les Américains se retirent de cette guerre. Alors, il grince des dents, il se dit, non mais ils font chier ces Américains, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'accord? Et puis quand il voit encore les 10 points, il prend peur, parce que alors ça, c'est entériner définitivement le pouvoir de l'Iran sur le Moyen-Orient. Simplement, le problème qu'ils ont, c'est clair, hein, répétons la chose peut-être. L'Iran, si on lui détruit ses installations de dessalination, il a des montagnes très hautes, il y a beaucoup de neige, il a vraiment des moyens d'accéder à l'eau. Donc, il n'y a pas un exode du peuple iranien pour manque d'eau. Par contre, là, maintenant, les chaleurs arrivent gentiment sur les pays du Golfe. Là, s'il n'y a pas les centres de dessalination, c'est invivable. Donc, c'est des millions de gens qui vont se tirer, qui vont partir, vont tout simplement quitter le pays. Les pays vont être exsangues. Il n'a même pas besoin de détruire les installations pétrolifères parce qu'elles ne serviront à plus rien, plus personne pour extraire le pétrole. Et puis, ces régimes vont tomber comme un château de cartes. Donc, ça, c'est aussi une des cartes faiblesses
qu'au niveau du camp israélo-américain. Maintenant, ceci dit, les Américains, puisque c'est la théorie du chaos, pourquoi pas finalement? Bon, ben voilà, plus de pétrole du Moyen-Orient. Nous, le nôtre, on l'a. On a assez de réserves. On a en plus maintenant le Venezuela à nos bottes. Donc, il n'y a pas trop de problème. Mais ça va embêter les Chinois, c'est très bien. Donc même voilà, puis les Russes, ils ont un peu de peine à compenser cette énorme masse d'hydrocarbures qui sort du Golfe, là, du détroit d'Ormuz. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il bombarde. Le soir même où on nous annonce le cessez-le-feu, ce fou, ce fasciste, il bombarde le sud Liban, 1500 morts, d'une destruction pas possible. C'est le plus grand bombardement qu'il y ait eu depuis qu'il est entré dans le sud Liban. Et on nous dit, oui, 100 de postes de commandement du Hezbollah ont été détruits. Non, mais ça ressemble fortement, vous savez, c'est les fameux communiqués de presse qu'il y avait aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Les Américains gagnaient tout le temps. Ils faisaient que détruire, ils faisaient que gagner. À la fin, ils se sont retrouvés sur le toit de l'ambassade à prendre les hélicoptères pour se tirer. Voilà un peu le résultat. Donc, c'est n'importe quoi, ça tient pas. On a les signaux d'alerte des chefs de Tsahal qui disent, nous, on va encore tenir 2-3 ans, puis 2-3 semaines, attention, 2-3 semaines, et notre armée est exsangue. Donc, de nouveau, on voit là quelqu'un qui ne travaille que par les énergies négatives et la destruction. Et ça, c'est les héritiers de la Shoah. C'est les gens qui ont subi la terrible épreuve de 39-45, les camps de concentration, les chambres à gaz. Et c'est pour en arriver à ça, pour en arriver à remplacer le peuple élu par un autre peuple élu qui veut détruire tous les sous-hommes qui l'entourent. Drang nach Osten, ici Drang nach Überall. Non, mais c'est pas possible. Je veux dire, l'histoire, elle se fout de nous. Bien, c'est nous qui ne comprenons rien à l'histoire, plutôt. Enfin, moi, il me semble que je comprends quand même certaines choses, mais il semblerait que les dirigeants actuels, eux, les connaissances historiques, je sais pas, ils sont tout le temps à jouer des jeux vidéo sur leur téléphone, je sais pas, c'est pas possible. On comprend plus rien. Donc, qu'est-ce qui... Alors, c'est dit, alors, maintenant, voilà, Trump, il a autant, je dirais même plus, il a plus d'effet de levier, il a plus d'influence sur Israël, théoriquement, que les Russes et les Chinois sur l'Iran. On se dit, il va faire comme les Chinois et les Russes qui finalement ont amené les Iraniens quand même à ouvrir une discussion à Isfahan, ça doit avoir lieu au Pakistan, la réunion. Bon, au Pakistan, rencontrer les Américains à discuter. Pas du tout. Je vois que Caroline Leavitt et Trump lui-même, mais non, mais l'Iran n'était pas inclus dans le package. Tout de suite derrière, le ministre des Affaires étrangères pakistanaises qui fait un tweet et qui dit non, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bien sûr que c'était inclus. Ça faisait partie de l'accord pour avoir un cessez-le-feu. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah non. Alors, donc on voit déjà Trump cède de nouveau à l'agenda. Totalement. Parce que Netanyahou tient le Congrès américain. Et tant que Trump y continuera à bombarder, à participer à l'esbrouf, eh bien, il ne sera pas destitué. Je vous le dis, mais c'est garanti, c'est 99 sur 100. Et dès le moment où il devait y avoir un accord de paix qui pointe du nez, alors là, ça va être l'enfer. Là, c'est clair, pour lui, soit il sera descendu, soit il sera destitué. Voilà dans quoi on se situe. Alors maintenant, je ne sais pas comment ça va évoluer, parce que les Iraniens, depuis, ils ont envoyé des missiles maintenant sur Israël. Alors, ça pourrait... Alors, où ça peut amener? Il se pourrait que... Mais j'y crois pas trop, parce que là, maintenant, on voit déjà qu'il légitime ce que vient de faire Netanyahou. Et puis, il n'y a personne pour s'énerver en Occident, mis à part juste Macron qui dit « nous sommes à fond à côté du Liban », mais ça coûte rien. Mais les autres, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas ni au Congrès, ni nulle part. Donc... faire de nouveau un cessez-le-feu unilatéral. Il dit bon, j'arrête de tirer, j'arrête de feu, ça arrange un peu vous les Iraniens. Bon, les Iraniens n'auront pas un intérêt à continuer à aller bombarder le Moyen-Orient, ils vont pas le faire, si les Américains ne le font plus, et ça se limitera donc à des missiles
un peu la drôle de guerre, ou bien une sorte de trêve de Noël qu'il y avait sur le front en 1914-18. Donc, je t'envoie 3 missiles, tu m'envoies 2 missiles, puis ils vont continuer à se bombarder. Puis c'est un truc larvé qui va continuer. Et puis on va essayer d'avoir l'Iran sur la durée. Ça, c'est une possibilité. Il y a les proxys qui entrent peut-être en jeu, mais je vois mal les pays du Moyen-Orient parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens militaires et autres. Donc, et puis ils sont trop fragiles. Ils ont des talons d'Achille tellement énormes. Donc, c'est pas possible. Voilà. C'est la différence qu'il y a. Alors, ça, c'est peut-être intéressant de discuter de ça. Quelle est la différence entre l'Ukraine, Amérique, l'Ukraine contre les Russes, excuse-moi, Amérique, Europe, etc. Donc, ce package-là, avec l'Ukraine comme proxy contre les Russes, et puis avec l'Iran contre les mêmes adversaires-là, avec l'Israël en plus, disons. Il y a une différence fondamentale. Pourquoi il n'y aura pas de cessez-le-feu en Ukraine, mais il y a quand même une possibilité d'un cessez-le-feu ici? En Iran. Oui, pourquoi, justement? C'est parce que les Ukrainiens, ils essayent, ils envoient presque toutes les nuits 200, 300 drones sur le territoire russe. Mais d'abord, les défenses anti-aériennes russes, elles sont extrêmement efficaces. Et les quelques drones qui passent, elles font des dégâts, somme toute, assez mineurs. Donc, il y a de temps en temps, évidemment, un regrettable blessé. Il y a peut-être des fois un mort même. Il y a un terminal qui est touché. Puis pendant quelques heures, il faut le réparer, etc. Mais c'est pas... Enfin, vu la grandeur en plus du pays, c'est pas ça qui va empêcher les Russes de continuer la guerre. Donc, ils font pas mal. Les Iraniens, eux, quand ils envoient des missiles, ils font très mal. Alors, ils font très, très mal. Ils touchent. Quand ils ont descendu le premier jour de l'attaque, ils avaient déjà détruit plusieurs radars qui valent passer 1 milliard. On a compris là tout de suite qu'on jouait plus dans la même ligue qu'auparavant. Donc, ensuite, dans les deux, ce qu'il y a de commun, c'est que dans les deux cas, il y a un Guastafest. Donc, il y a d'un côté les Israéliens, donc Netanyahou qui veut absolument pas d'accord de paix, de l'autre côté, c'est les Européens. La différence qu'il y a, c'est que le territoire iranien n'est pas occupé. Il n'y a pas de risque d'occupation du territoire. Donc, alors que les Russes, s'ils font un cessez-le-feu, le problème qu'ils ont, c'est que l'autre partie de l'Ukraine, elle serait tout de suite investie par les proxys des Américains, c'est-à-dire par ces troupes d'intervention de paix, ces troupes de paix, de Starmer et Macron et consorts, et que le risque pour les Russes, s'ils bombardent ces troupes-là, c'est que ça s'envenime à tel point que tout à coup, ils se retrouvent dans une guerre frontale directe avec ces fous d'Allemands qui rêvent de refaire Stalingrad de le retour, quoi. Donc, les Russes se disent non, ici, un cessez-le-feu, ça ne peut pas être une solution. Nous, on ira jusqu'à la capitulation de l'Ukraine, tout ce qu'on veut, mais on va dicter totalement nos règles. On ne peut pas accepter de cessez-le-feu. Ici, les Iraniens, ils se disent bon, finalement, notre territoire est. Et puis, on a toujours notre position de contrôle du détroit d'Ormuz, on l'a toujours. On peut recommencer la guerre quand on veut, alors discutons. OK, et puis comme ça, on ne va pas se fâcher, les Chinois et les Russes. Donc voilà. C'est un peu la différence entre les deux situations. C'est pour cette raison que moi, je ne crois pas à un cessez-le-feu en Ukraine. Par contre, ici, à voir comment ça va évoluer maintenant. Parce qu'on a vu, le pétrole est descendu de 5 à 10 combien de dollars. Il est quand même descendu très rapidement, hein, en quelques heures. Ça descend tout de suite. Et là, ça va monter, et puis ça va reprendre de nouveau l'ascenseur, parce que les Iraniens ont également de nouveau fermé le détroit d'Ormuz. Donc, ils ont laissé passer, je crois, 2 bateaux, puis maintenant, ils referment. Et ils disent, non, attendez, on avait un accord de faire des discussions, il y a un cessez-le-feu, et les gars là, à Jérusalem, ils arrivent à aller bombarder le sud de l'Iran comme jamais auparavant. Non, mais c'est pas sérieux. Alors, soit c'est bad guy, good guy, chanty Trump, méchant Netanyahou, puis vous n'allez jouer. Ce qui est possible, ouais. Ce qui est possible, éventuellement. Soit vous ne contrôlez pas votre proxy, qui évidemment ne veut pas la paix, soit vous êtes contrôlé par votre proxy parce qu'il détient le pouvoir sur le Congrès américain, parce que tous ces gens-là sont payés par les fonds israéliens. Voilà. Israéliens. Plutôt les fonds juifs de la côte est des États-Unis, soyons clairs. Cette énorme nomenclatura très, très puissante,
avec Murdoch et consorts qui sont derrière. Puis regardez toute la presse officielle. Moi, je pense que si Trump représentait le moindre danger pour le Deep State, toute cette presse l'aurait détruit sur ce qui se passe maintenant durant cette guerre. Mais pour ce qui est des victimes arabes, des pays, rien du tout, ça ne les intéresse même pas. Donc c'est pas, on a l'impression d'avoir affaire à de la vermine. On est en train d'éradiquer de la vermine. Donc c'est pas des êtres humains. C'est à peu près ça. C'est l'impression qu'on a. Les vies humaines là, elles comptent pas du tout. Non, pas aucune valeur. Voilà les hautes valeurs morales de l'Occident. C'est extraordinaire. On est d'accord. Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Est-ce que l'Iran pourrait en conclure que le seul moyen d'avoir la paix avec Israël, c'est de se doter lui-même de l'arme nucléaire, comme a pu faire la Corée du Nord, qui finalement a une paix royale de la part des Américains de ce fait-là ? Moi, je pense que c'est la seule issue. Dès le moment où ces accords sont pas possibles et qu'on voit qu'il y a de toute façon l'agenda qui prime, donc on peut peut-être même arriver à signer éventuellement un accord, puisque Trump il arrivera à convaincre le Deep State que on peut avoir l'Iran, mais d'une autre manière, comme on a fini par avoir la Syrie et l'Irak. Et ça, ça fait pas le beurre des Iraniens. Donc moi, si j'étais les Iraniens avec les moyens techniques qu'ils ont, l'aide sur laquelle ils peuvent compter, en tout cas de la Corée du Nord, voire éventuellement même des Russes et des Chinois. Mais eux, moins. Je pense pas qu'ils aient tellement un intérêt à ce que l'Iran ait la bombe atomique, parce que ça rajoute évidemment quand même aussi un autre pays. C'est contraire à la non-prolifération, hein, donc malgré tout. Donc, je crois plutôt, mais les Iraniens ont les moyens, avec ce qu'ils ont comme uranium enrichi à 60%, ils doivent monter à 90% et puis ils peuvent faire des bombes. Et ça, à mon avis, je sais pas. Alors là, les avis divergent un peu, mais on parle de quelques semaines, voire quelques mois, et ils peuvent avoir la bombe atomique. Et dès le moment où ils ont la bombe atomique, parce que là, il en suffit d'une, et puis il n'y a plus Israël, hein, parce que 20 000 km², là, il en suffit d'une seule. Alors que pour détruire l'Iran, il en faudrait quand même déjà, je sais pas, moi, une cinquantaine en tous les cas, j'imagine, voire une centaine. Donc, c'est un peu la différence, c'est par rapport à l'étendue du territoire, mais ça serait une catastrophe écologique, une catastrophe... non, mais c'est un génocide, c'est pas possible. Après Hiroshima et Nagasaki, jamais plus ça, et puis maintenant, voilà, on se retrouve dans une même situation. Mais comment vous dire, je ne le salue pas, je trouve que ce serait déplorable, mais dans la situation actuelle, et comme je connais ce jeu pourri qui est joué, et il n'y a plus. Et en plus, les Américains ont tué le modéré Khamenei qui avait fait une fatwa contre la bombe atomique. C'est pour ça qu'ils ne l'avaient toujours pas, cette bombe atomique. Donc, ils vont descendre les modérés dans le pays avec qui ils pourraient discuter, et c'est les ultras qui prennent le pouvoir. Mais je ne sais pas qui dirige la politique là derrière, mais si on prend en compte qu'il y a ce fameux agenda, tout devient clair. À ce moment-là, c'est la politique du pire. Alors d'accord, alors là, ça devient clair. Ouais, très bien. Écoute, tu as dit tout ce que tu souhaitais sur l'Iran, sur le Moyen-Orient ? Je crois que là, oui, c'est à peu près tout. Oui. D'accord. Alors, on va continuer on va retourner en Europe, sur le vieux continent, et parler d'une élection qui approche maintenant, en Hongrie, Orban et toute la suite. Alors là, l'ingérence des Européens a été énorme. Et alors, ce qui est marrant, c'est quand même la situation un peu abracadabrante quand on voit J.D. Vance, qui va soutenir Orban et qui dénonce l'ingérence des Européens. Lui, en allant en Hongrie soutenir Orban, finalement, il s'ingère aussi dans les élections, si on veut. Donc, on voit qu'il y a là deux camps occidentaux. Il y a l'un qui veut maintenir Orban au pouvoir et l'autre qui veut faire tomber Orban. Mais là où Vance a quand même raison, soyons clairs, et les preuves sont sorties, les preuves sont là. C'est les écoutes qui ont eu lieu sur le ministre des Affaires étrangères, Schiarto, les services secrets très actifs de l'Occident qui passaient les informations plus loin à la presse hongroise et à l'opposition hongroise,
Les algorithmes, c'est des réseaux sociaux qui sont complètement trafiqués par l'Union européenne pour faire ressortir fortement tout ce qui favorise. Vous savez, c'est juste une question d'algorithme, mais vous arrivez à complètement fausser ce qu'ils avaient déjà fait en Roumanie, en Moldavie. Donc, ils sont habitués maintenant, ils sont entraînés. C'est devenu une habitude. Cette Europe très, très libre et très démocratique, vous voyez, elle travaille pour le bien. Donc, pour défendre la liberté d'expression, elle bafoue la liberté d'expression, on la censure pour la liberté. C'est extraordinaire. Donc, c'est le retournement complet de toutes les valeurs. Et quel club de débiles. Par le financement, alors là, ils ont réussi à intercepter même un gros transport. On s'aperçoit que ces transports étaient réguliers et que ça allait, ça date déjà d'avant le conflit. Lors du temps de Burisma, il y avait déjà des sommes qui étaient envoyées pour financer les démocrates contre Trump aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que Trump, il a toujours un peu une dent quand même contre les Ukrainiens, il faut bien le dire, parce qu'il ne l'a en tout cas pas soutenu lorsqu'il était candidat, il avait fait son premier mandat, il était candidat pour sa réélection. Mm-hmm. Il y a la coupure de pétrole. Alors, les Européens, très mous dans leur réaction, ah oui, on est quand même un peu choqués, oui, bon, il faut qu'on vienne faire des contrôles. Ah, vous voulez pas qu'on fasse des contrôles? Ouais, bon, alors on envoie une équipe, hein, puis l'équipe, elle est là, puis elle se dort la pilule, et puis il n'y a rien qui se passe. Et en attendant, on coupe l'arrivée de pétrole pour juste avant les élections, hein, pour les Hongrois, pour faire monter le prix du gazole, du pétrole, etc. Et puis influencer ainsi l'issue de l'élection. Et puis le dénigrement systématique dans la presse occidentale. Mais c'est un dénigrement, c'est presque digne du dénigrement de Poutine. Voilà, Orban, c'est le diable, c'est un salopard et tout ce qu'on veut. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est le seul type dans l'Union européenne, pas le seul, mais un des rares, qui dit ce qu'il pense, qui pense ce qu'il dit, qui est cohérent dans sa démarche, dont les propositions sont frappées du bon sens. Et c'est ce gars-là qu'on va détruire. C'est ce gars-là qui est dangereux. La vérité est devenue dangereuse. La parole donnée et contient est devenue dangereuse. Une position, non pas de mollusque, mais de vertébré, est devenue dangereuse. Il faut détruire. Ça ne peut pas exister dans l'Europe moderne. Il faut des mollusques. Voilà où on en est. Par contre, malgré tout ça, allez, j'ose. Je pense qu'il sera réélu. Il ne va pas perdre le pouvoir. Orban? Je pense qu'il ne va pas le perdre. Je parie sur Orban, mais je peux me tromper, j'avoue, je ne suis pas devin, mais je ne sais pas, je ne suis pas si sûr parce que les Européens ont trop l'habitude de trafiquer les sondages. Donc, ouais. Je ne sais pas quelle est la foi qu'on peut accorder à ces sondages. Donc, et vous savez, les Hongrois, ils gueulent, ils tout ce que vous voulez, c'est un peu comme les Français à ce niveau-là, mais au moment où ça devient sérieux, peut-être au contraire des Français, ils voient quand même arriver les sbroufs. Et ils se disent, Orban, finalement, c'est une stabilité et une grosse expérience politique. Le gars qui va venir là, c'est juste une carpette des Européens. Donc, la souveraineté de notre pays disparaîtra. Et les Hongrois étant assez nationalistes, patriotes, je parie quand même encore sur Orban. On verra jeudi prochain si je me suis trompé lamentablement dans mon pronostic. Mais voilà. Le problème d'Orban, semble-t-il, c'est la situation économique de la Hongrie. Oui, mais ça, elle a été provoquée. C'est comme les rassemblements de masse qu'il y a eu au départ en Iran ont été provoqués artificiellement par les Américains, la CIA, puis les banques américaines. Donc, on a privé tout à coup le pays on a retiré tous les dollars et on a fait tomber la valeur du rial. Et ça a évidemment mis tous les petits commerçants sur la rue. Et là-dessus, c'est greffé grâce aux je ne sais pas combien, 6000, je crois, capteurs, donc récepteurs Starlink. On a mis dessus les agents infiltrés, les agents dormants du Mossad, etc., etc. Et c'est devenu très sanglant. Mais ce n'était pas l'idée de base de la manifestation. C'est une manifestation comme elle a lieu à Paris, comme elle a lieu un peu partout dans les pays occidentaux. Il y a la liberté de manifester. Et la manifestation, au départ, n'était pas du tout violente. Et ensuite, elle l'est devenue. Et les premières 600 victimes, c'était des policiers puis des gens du régime. Et ensuite, quand même envoyé un renforcement pour rétablir l'ordre. Et je pense qu'au décompte final, moi, je pense qu'il y aura eu quelques milliers de morts, dont la moitié du régime et l'autre moitié du camp d'en face.
Mais il n'y a jamais eu 30 000 morts. C'est quoi ce mythe? Et ça continue d'être répété dans tous les médias occidentaux. Il n'y a jamais eu 30 000 morts, mais c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, on me dit, ah oui, non, mais non. Puis vous ne savez pas, vous n'y étiez pas. Mais non, mais vous n'étiez pas non plus. Vous n'étiez pas non plus. Mais après, il y a juste, quand on imagine, prenez le Maïdan. Il a suffi d'une centaine de morts pour faire basculer la combine. Et on sait qu'ils ont tous été touchés dans le dos, puis qu'il y avait les tireurs derrière. Et on a très bien compris que la CIA avait organisé le coup. Donc, il n'y a pas besoin de 30 000 morts. 30 000 morts, ça, c'est pour les médias, ça. Dans la réalité du terrain, moins suffisait. Mais ça a quand même permis, et ça, c'est le retour de Manivelle, et avec ces fameux récepteurs Starlink, il y avait les Chinois et les Russes qui aidaient les Iraniens, ils ont pu éradiquer pas mal de ces cellules qui s'étaient réveillées et traquer ces bonhommes et les descendre. Donc, ça a fait perdre énormément de personnel à l'intérieur de l'Iran au Mossad et à la CIA, principalement au Mossad. Donc, qui a manqué ensuite lors de ces fameux 3 jours où le régime devait tomber, donc au début de l'attaque. Parce qu'ils n'étaient plus. Ils les avaient grillés avant. Et normalement, et c'est là qu'à un moment donné, ils étaient fâchés entre Netanyahou et Trump parce qu'ils auraient dû coordonner la chose. Et puis ça n'a pas été coordonné. Trump devait attaquer, puisque l'autre avait ouvert la voie avec le Mossad. Et ça n'a pas eu lieu. Et quand ils l'ont fait, ils avaient perdu ce personnel dans le terrain. Voilà. Donc Orban, on verra. Maintenant, je ne sais pas. Et puis, voilà à peu près ce qu'il y avait cette semaine. Donc, c'est une semaine de rebondissements multiples. C'est certain. Avec une montée de la pression du côté de Trump, où de plus en plus de gens disaient « mais c'est clinique ». Non, c'est pas clinique, c'est que c'est un pervers narcissique, quand même le dire. Donc, quand la réalité ne veut pas comme lui il veut, il part dans la folie des grandeurs et dans la débilité. Mais c'est exactement le Palais des Sports de 1943, Goebbels, Volt, Irden, Total, Krieg, et puis t'as toute la foule qui gueule « ouais !» Et tout le monde... Mais moi, je pense qu'il y a une différence. C'est que dans la population américaine, si je prends la population, cette guerre, elle a de loin pas la majorité, elle a même une grande majorité contre elle. C'est juste le Congrès, les élus, le système. Et ce système, il va devoir tomber, et peut-être que ça ne pourra arriver qu'à travers, finalement, l'émergence, je ne sais pas, d'une autre force politique qui soit... Mais elle va être récupérée. Et le Deep State, c'est une hydre. Vous coupez une tête, il en repousse 10. Il va déplacer ses financements, il va acheter, comme je vois partiellement, le risque est en train de courir Nigel Farage en Grande-Bretagne. Il avait été dit, moi j'adorais ce bonhomme, on a même eu des contacts lors de l'affaire des mines à Arrêt en Suisse, il m'avait téléphoné, j'avais parlé avec lui, et puis tout à coup on s'aperçoit que quand il commence à avoir des sondages qui le montrent que tout en haut, tout à coup son discours il change, il commence à... Alors est-ce qu'il donne le change? C'est possible, et puis qu'une fois qu'il sera Premier ministre, mais de toute façon pire que Starmer ça peut pas être. Donc, ouais, ça c'est sûr. Ça, soyons clairs quand même, voilà. Je ne sais pas où on en est au niveau de l'horaire. Eh bien, c'est fini. Voilà, il est 7h59, tu vois, tu as parfaitement tenu tes délais. Donc, j'espère que tu es en pleine relecture de ton dernier livre, j'imagine. Oui. Là, donc l'éditrice l'a lu avec un grand enthousiasme. Et par contre, je dois réintervenir sur certains passages qu'il y a modifiés ou un peu à raccourcir. J'ai une tendance des fois à être un peu protéiforme. Et donc, mais non, ça avance bien. Et puis j'ai une bonne nouvelle. Donc le roman précédent, donc tout est prêt pour une publication chez Pegasus aux États-Unis. Donc il y a quand même encore des moyens de trouver des fissures dans le système, malgré la marque de Caïn qu'il y a sur mon front, d'avoir été un jour dans un parti, mon Dieu, de droite dure, et d'être toujours d'ailleurs membre de ce parti. Donc cette tare insupportable pour quelqu'un qui est actif dans le domaine culturel, puisque, répétez après moi, seule la gauche a le monopole du cœur, de la culture, de l'intelligence, de l'éducation, du social. La gauche, c'est le bien. La droite, c'est le mal.
je suis le mal incarné. Et donc, dans un système contrôlé par les gentils gauchistes tolérants et ouverts, c'est extrêmement difficile puisqu'on a décrété que je n'avais que 2 neurones. Et 2 neurones, ça suffit pas pour écrire ne serait-ce qu'une page.